Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette quatrième séance consacrée à la séquence 9 du programme d'histoire des classes de 3e, séquence 9 qui s'intitule, je vous le rappelle, Refonder la République 1944-1947. Si vous n'avez pas raté d'épisode, vous vous rappelez sans doute qu'après avoir planté le décor spatial et temporel lors des deux premières séances, nous avons la dernière fois étudié une œuvre célébrant le retour de la République, Libération de Paul Colin, dans lequel l'artiste fêtait à l'avance, une semaine à l'avance, annonçait une semaine à l'avance, finalement, la libération de Paris et la libération de la France en marche. Eh bien, nous allons étudier aujourd'hui la libération de la France dans un dossier qui va lui être consacré. Donc, grand D, la libération de la France, 1944-1945. Dans quelles circonstances, donc autrement dit, comment, grâce à qui, la libération de la France se déroule-t-elle et surtout avec quels enjeux? Voilà. Alors, je ne vais pas revenir sur les étapes spatiales et chronologiques qui ont fait l'objet en particulier de la carte du tout début de séquence, rassurez-vous, je ne vais pas répéter tout ça. On va plus s'intéresser aux enjeux liés à la libération de la France et en particulier la thématique de l'épuration. L'artiste Paul Colin n'a pas été le seul à espérer vivement la libération de la France et il n'a pas été le premier à la souhaiter. En effet, le Conseil national de la résistance, qui, je vous le rappelle, a été fondé par Jean Moulin, et qui a réussi l'exploit de fédérer les principaux mouvements de la résistance intérieure française sous l'autorité unique du général de Gaulle, a préparé un programme pour la libération et la reconstruction du pays. Et ce programme a été écrit, pensé, dans la clandestinité, sous l'occupation, puisqu'il date, ce programme, du 15 mars 1944, c'est-à-dire avant, 3 mois avant le débarquement des Alliés en Normandie. Et que disait ce programme? Uni quant au but à atteindre, uni quant aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre ce but qui est la libération rapide du territoire, donc là on est en plein dans notre problématique, les représentants des mouvements, groupements, partis ou tendances politiques groupés au sein du CNR proclament qu'ils sont décidés à rester unis après la libération. Donc vous voyez que le mot libération apparaît 2 fois et que c'est véritablement le premier objectif à atteindre. Le 25 août au matin, un magnifique soleil éclaire la capitale. Les colonnes de la 2e DB menées par le général Leclerc et la 4e division US entrent dans Paris par la porte d'Orléans et la porte de Sèvres. Le gros des troupes vient rejoindre les avant-gardes. Une armée jeune, forte, propre, hérissée d'armes, montée sur des chars qui portent les noms de nos provinces, de nos villes. Dans la joie, les Parisiens détruisent les barricades et pavoisent les fenêtres. Mais les combats ne sont pas terminés. Les Allemands sont retranchés et entendent se battre jusqu'au bout. Place de l'Hôtel de Ville, le capitaine Drone prépare l'assaut du central téléphonique de la rue des Archives. Mais c'est pas ici. Juste à quel endroit de près? Dans les rues étroites et traîtresses du vieux Paris, les fantassins se glissent prudemment. Place de l'Opéra, à l'école militaire ou à la Concorde, des tirs de canon et une bataille de chars ont lieu en plein Paris. Soldats de la France libre, FFI et policiers combattent côte à côte.
Des prisonniers sont faits par centaines. Vers 15 heures, après de durs combats rue de Rivoli où se trouve l'état-major allemand, le général von Choltitz est capturé. On l'amène à la préfecture de police, puis à la gare Montparnasse, où se trouve le poste de commandement de la 2e DB. Il signe le document de la reddition avec le général Leclerc. À la demande de Maurice Krigel-Valrimont, un des chefs militaires de la résistance, le colonel Roltanguy appose également sa signature au nom des FFI. Les combats pour la libération de la capitale touchent presque à leur fin. De vrais combats qui ont fait 1500 morts côté français et 3200 côté allemand, avec 13 000 prisonniers. Ces hommes désarmés seront ce soir les seuls Allemands qui occuperont encore Paris. Alors, ce qu'il faut retenir de la vidéo que vous venez de voir, c'est que quand le commandant allemand de la place de Paris, von Choltitz, oui, le nom a été assez mal prononcé, lorsque von Choltitz se rend, il se rend à des Français, mais il se rend à deux sortes de Français. Et c'est précisé noir sur blanc dans l'acte de capitulation allemande à Paris. Von Choltitz se rend aux Français libres de la 2e division blindée du général Leclerc, Français en uniforme, l'armée régulière. Photo de droite, vous apercevez le général Leclerc à la tête de ses troupes. Mais ils seront aussi aux Français de l'intérieur, aux résistants français de l'intérieur, les FFI, les forces françaises de l'intérieur, qu'on pourrait appeler, s'ils étaient dans une montagne ou dans une forêt, qu'on pourrait appeler des maquisards, et qui se sont soulevés plusieurs jours à l'avance, puisque sur la photo de gauche, on aperçoit des Parisiens de tous âges, qui sont en train de confectionner des barricades, à coups de pavés, de voitures renversées, et qui préparent des cocktails, mais pas pour faire un apéro, hein, mais pour balancer des explosifs improvisés, puisqu'il s'agit de cocktails Molotov, sur les Allemands, s'ils osent venir affronter la barricade. Donc c'est ce double aspect que je voulais mettre en avant, la résistance intérieure et la France combattante unie dans la libération de Paris. Libération! Journée triomphale pour le général de Gaulle. 4 ans séparent ces moments d'intense joie populaire des débuts de l'occupation et de l'appel à la résistance du 18 juin 1940. Après ces années de lutte, de doute et d'angoisse parfois, le 25 août 1944 est une formidable revanche. Paris chavire de bonheur et fête ses libérateurs. Le peuple de Paris est bon et joli. Le 25 août, tous les actes et les déplacements du général de Gaulle ont une valeur symbolique et politique. Après la gare Montparnasse où a eu lieu la reddition allemande, de Gaulle se rend au ministère de la guerre rue Saint-Dominique qu'il avait quitté 4 ans plus tôt. Il visite ensuite la préfecture de police, manière de réaffirmer la restauration de l'État qu'il entend personnifier. La joie est maintenant permise. Elle éclate. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que de Gaulle se rend à l'hôtel de ville où s'impatientent les responsables de la résistance nationale et parisienne. Dans cette maison du peuple, il improvise brillamment un discours qui entre dans la légende. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Samedi 26 août, une semaine jour pour jour après que le peuple de Paris s'est dressé, après les jours de bataille et d'angoisse, c'est la journée du triomphe et de la certitude. Le 26 août, le défilé de la victoire est une formidable consécration pour de Gaulle et un des plus grands moments de l'histoire de France. La marée humaine qu'acclame de Gaulle lui donne aux yeux du monde une immense légitimité. Il descend les Champs-Élysées à pied, sans face, mêlé à la troupe de ceux qui ont lutté avec lui, hors de France et en France.
le pays renoue avec lui-même, la République et la démocratie retrouvée. À Notre-Dame et à la place de l'Hôtel de Ville où deux... Le 26 août 1944, le lendemain de la libération de Paris, le général de Gaulle met donc en place le gouvernement provisoire de la République française qui, certes, avait été proclamé dès le 3 juin, c'est-à-dire avant même le débarquement allié en Normandie, mais qui avait été proclamé à Alger, c'est-à-dire hors du territoire de métropole. De Gaulle ne perd pas de temps parce qu'il est engagé dans une course de vitesse avec l'américain Roosevelt, qui n'a pas encore totalement renoncé à l'idée de mettre la France libérée sous une tutelle américaine qui s'appellerait l'AMGOT. Et De Gaulle ne veut à aucun prix de l'AMGOT et il va s'imposer comme le chef d'État légitime, en dehors de tout cadre électif, puisqu'il n'est pas question de procéder à des élections à l'époque, la guerre ne le permet pas, mais si vous avez bien regardé attentivement la vidéo, il est évident que personne ne peut contester à De Gaulle l'autorité de chef d'État. Et du coup, Roosevelt va arranger son projet de tutelle américaine aux oubliettes de l'histoire, parce que l'Américain a bien compris qu'il ne sera plus possible d'empêcher De Gaulle d'incarner la France. Et le 9 août 1944, De Gaulle annonce officiellement le retour de la République, qui n'a jamais cessé d'exister, c'est-à-dire que pour De Gaulle, l'État français du maréchal Pétain, autrement dit le régime de Vichy, a toujours été nul et non avenu, c'est-à-dire qu'il n'a en fait jamais incarné la France. La vraie France, depuis le 18 juin 1940, ça a toujours été la France du général de Gaulle, qu'on l'appelle la France libre, qu'on l'appelle la France combattante, qu'on l'appelle le GPRF, peu importe, c'est celle-là qui compte, aux yeux de l'histoire. Établir un gouvernement, fût-il provisoire, mais un gouvernement républicain, français, indépendant des alliés anglo-américains comme de l'ennemi allemand, c'était le premier enjeu de la libération. Et De Gaulle y est parvenu magistralement dès le 26 août 1944. Mais il reste un deuxième enjeu, et un enjeu de taille. C'est la question de l'épuration. Parce que le programme du CNR du 15 mars 1944 évoque le nécessaire châtiment des traîtres. Et oui, parce que depuis 1943, mais c'était déjà perceptible avant, c'était déjà perceptible dans les années 30 avec l'affrontement entre l'extrême droite et le Front populaire, la France baigne dans une ambiance de guerre civile. Les résistants sont attaqués par les miliciens au service des Allemands, on s'entretue entre Français, et avec la libération est venue l'heure des règlements de compte. Et ça va saigner pour les traîtres, pour les collabos, tels qu'on les surnomme avec mépris, c'est-à-dire ceux qui ont participé à la politique de collaboration d'État entre le régime de Vichy et le Troisième Reich. Les collabos que l'on écrit avec un K, histoire de germaniser le mot, histoire de bien montrer que ce sont des traîtres à la patrie qui n'ont été qu'au service exclusif des Allemands. Et l'épuration, c'est le terme qui va être employé, va consister à faire le grand ménage. Épuration, ça rime aussi avec punition. Et l'épuration, elle commence d'ailleurs avant même la libération de Paris, le 28 juin 1944, un commando de résistants
assassine de manière très audacieuse le ministre de l'information et de la propagande du régime de Vichy, qui se trouvait à Paris, qui s'appelait Philippe Henriot, et qui est assassiné sous les yeux de sa femme, dans sa chambre à coucher d'ailleurs, par donc un commando de résistants. Et le message est clair, la libération va rimer avec l'épuration. Et l'épuration, dans un premier temps, va prendre un aspect brutal, violent, totalement arbitraire, c'est-à-dire totalement en dehors du cadre de la loi. Ça va être le temps, comme je le disais tout à l'heure, des règlements de compte, ce que l'on va appeler l'épuration sauvage. Et l'épuration sauvage va prendre une première forme très visible parce que, bien qu'en dehors de tout cadre légal, on peut même dire que l'épuration sauvage est franchement illégale en dehors des lois, elle n'est pas du tout clandestine ni cachée. Bien au contraire, l'épuration sauvage est très populaire. On va même en faire un spectacle. Et par exemple, dans toutes les villes, et c'est arrivé à Moulins, à la libération de Moulins en septembre 1944, celles qu'on surnommait avec beaucoup de mépris pendant l'occupation les poules à boche, c'est-à-dire les femmes accusées d'avoir couché avec des soldats allemands, soit par amour, soit par intérêt, peu importe, eh bien celles que l'on accusait de pratiquer la collaboration horizontale, dans un lit, si vous voyez ce que je veux dire, vont être humiliées publiquement. On va en particulier leur raser le crâne, on va les insulter, on va les obliger à traverser la ville. Donc, vous voyez, ça en serait presque festif s'il ne s'agissait pas d'humiliation publique. La plupart de ces femmes ont été obligées ensuite de s'en aller. Parce que vous pensez bien que quand on a été désigné à la colère publique, ça ne s'oublie pas. Et je ne vous parle pas des malheureux enfants qui ont eu le malheur, sont plus de 100 000, qui ont eu plusieurs centaines de milliers même, qui ont eu le malheur de naître du fruit des relations entre une femme française et un soldat allemand. Ça a été, ils ont eu souvent une enfance difficile hein, quand ça s'est su qu'ils étaient de père Bosch. Donc ça, c'est l'épuration, c'est le premier aspect de l'épuration sauvage. Les femmes tondues et maltraitées. Le second aspect dramatique de l'épuration sauvage, ben vous l'avez sous les yeux, hein, avec cette image qui n'est pas très réjouissante. On aperçoit le cadavre d'un collabo, ou présumé collabo d'ailleurs, parce que la victime n'a pas bénéficié d'un procès, hein. On l'a probablement collé contre un mur, à moins qu'on l'ait pour le fusiller ou à moins qu'on l'ait pendu à un lampadaire. Voilà, ça c'est ce que les historiens appellent donc l'épuration sauvage, qu'on appelle aussi parfois l'épuration extrajudiciaire. Alors extrajudiciaire, il faut comprendre en dehors de tout cadre juridique, c'est-à-dire qu'en fait on règle les comptes sans faire appel à la justice. Et alors une polémique a eu cours dans les années de l'après-guerre pour savoir combien de Français, hommes ou femmes d'ailleurs, avaient été victimes de cette épuration sauvage. On estime aujourd'hui à peu près à 10 000 le nombre des Français tués par d'autres Français dans le cadre de cette épuration dite sauvage. Bon, l'épuration sauvage, c'est l'été 1944, dans les jours, les semaines qui suivent la libération du territoire français
soit par les résistants de l'intérieur, les FFI, soit par les forces alliées et la 2e division blindée ou la 1re armée française libre du général de Gaulle. Mais un glissement va s'opérer de l'épuration sauvage à l'épuration dite légale. C'est-à-dire que le général de Gaulle y tient, le gouvernement provisoire de la République française y tient, parce que rétablir l'état de droit est un objectif majeur de la libération. Il faut que l'épuration soit pilotée, encadrée, maîtrisée par la justice. Et donc, à l'automne 1944, des collabos qui auraient probablement été pendus ou fusillés sans autre forme de procès vont être enfermés jusqu'à ce qu'un procès soit instruit contre eux. Et si on devait donner un visage à l'épuration légale, alors on n'aurait que l'embarras du choix, mais il y a un exemple très célèbre, c'est celui du très grand écrivain Louis-Ferdinand des Touches, ça c'est son nom d'état civil, plus connu sous son nom de Céline, qui est un remarquable écrivain, mais qui est aussi un remarquable collabo, remarquablement antisémite, qui a été d'ailleurs obligé de fuir la France. Il s'est réfugié en Suède et bien lui en a pris parce qu'il aurait très bien pu être pendu ou fusillé à la Libération, et qui ne sera entre guillemets condamné qu'à une amende de 50 000 francs, ce qui est une belle somme à l'époque, 1 année de prison, et surtout à l'indignité nationale, c'est-à-dire qu'il est désormais considéré comme un sous-citoyen. Quand vous êtes condamné à l'indignité nationale, vous perdez notamment le droit de vote. Vous êtes déchu de vos droits civiques. L'épuration légale peut prendre aussi, bien entendu, le visage de Philippe Pétain. Philippe Pétain, qui s'était réfugié en Allemagne à l'été 1944, puis qui avait été retrouvé en Suisse et qui s'est livré aux autorités françaises en avril 1945, quelques jours avant le suicide d'Hitler et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Donc il est arrêté. Il va être jugé par la Haute Cour de justice de Paris à partir de juillet 1944. Vous voyez, on ne perd pas de temps. La Haute Cour de justice qui est chargée, c'est pas n'importe quel tribunal, c'est le tribunal qui est chargé de juger les dirigeants quand ils sont accusés d'intelligence avec l'ennemi, c'est-à-dire, si vous préférez, quand ils sont accusés de trahison au profit d'un ennemi. Et le maréchal Pétain va être jugé, condamné à mort, mais le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française, qui prépare déjà l'avenir, et l'avenir c'est la réconciliation entre les Français, va gracier le condamné, Pétain. Il va commuer la condamnation à mort en prison à vie. Bon, en plus, avec l'âge qu'avait Pétain, quoique Pétain a quand même vécu jusqu'en juillet 1951, donc il a fait quand même plus de 6 ans de prison. Mais l'idée, c'était de permettre aux deux France de se réconcilier. Et donc, on condamne le collabo, le dirigeant de l'État français, mais on gracie le vainqueur de Verdun de 1916. Tout un symbole. Pierre Laval, lui, n'aura pas cette chance. Pierre Laval, lui, il avait trouvé refuge auprès de Franco, en Espagne, mais le général Franco, qui souhaitait garder de bonnes relations pour l'après-guerre avec la France notamment,
avec le reste de l'Europe et qui avait à se faire pardonner d'avoir, rappelez-vous, pris le pouvoir en Espagne entre 1936 et 1939 avec l'aide de Mussolini et d'Hitler, eh bien, va livrer Pierre Laval au gouvernement provisoire de la République française. Donc Laval est arrêté, Laval va être jugé, et il va même d'ailleurs être cité comme témoin dans le procès Pétain. Oui, forcément, hein, Laval ayant été le président du conseil du maréchal Pétain, autrement dit le chef du gouvernement, Premier ministre si vous voulez, eh bien naturellement il était très bien placé pour témoigner des actes de la collaboration du régime de Vichy avec le Troisième Reich. Et Laval, jusqu'au bout, a cru qu'il échapperait au peloton d'exécution, lui qui était un ancien avocat de formation, hein, il n'était pas du tout inquiet à l'idée d'être jugé, bien au contraire, il pensait qu'il ferait un peu de prison, réellement, et il a certainement dû être très surpris quand il a été condamné à mort. Il a refusé de solliciter sa grâce, il estimait que ça aurait été humiliant de sa part de demander la grâce, et grâce à des complicités qui n'ont pas été bien clairement établies, il a réussi à s'empoisonner, mais néanmoins il a quand même été sauvé in extremis pour pouvoir être fusillé. On ne lui aura jamais pardonné d'avoir souhaité publiquement la victoire de l'Allemagne au soir du 22 juin 1941 quand le Troisième Reich a attaqué par surprise l'URSS. On ne lui aura jamais non plus pardonné d'avoir voulu les rafles antisémites et d'avoir surtout livré les enfants en même temps que les adultes, alors même que les nazis ne voulaient pas, dans un premier temps, s'embarrasser des enfants juifs, et qu'en obligeant les nazis à déporter les enfants juifs, ils les condamnaient en toute connaissance de cause à la mort. Et Pierre Laval est fusillé le 15 octobre 1945. Mais là encore, ça n'est pas de l'épuration sauvage, même s'il y a mort d'homme, c'est l'épuration légale. Des procès pour collaboration, il y en a eu plusieurs dizaines de milliers. Un historien spécialiste de la question les évalue à 171 000. Alors, ils n'ont pas tous conduit à des condamnations à mort, loin s'en faut. L'essentiel des condamnations, ça a été des condamnations à de la prison, ou comme dans le cas de l'écrivain Céline, des condamnations à la dégradation, à la honte nationale, à la perte des droits civiques, voilà. Bon, ça a été le plus souvent le cas, et on voit qu'il y a même eu d'ailleurs des gens qui ont été innocentés, hein, ça a pu arriver. Donc c'est ça, l'épuration légale, c'est une épuration qui passe entre les mains de la justice. Et c'est de loin celle qui a été la plus importante. Hein, quand on voit les chiffres, il y a eu plusieurs centaines de milliers de condamnations. Et finalement, très peu d'exécutions décidées par voie légale par rapport aux 10 000 exécutions sommaires de l'épuration sauvage. Et pour faire un peu d'histoire locale, je vous ai déniché un exemple classique d'appel à la dénonciation des collabos dans une usine montluçonnaise, hein, donc dans le département de l'Allier. Vous avez le journal Le Centre Républicain, le quotidien local, qui lance un appel à la bonne volonté pour dénoncer les collabos qui auraient pu échapper aux mailles du filet, c'est-à-dire qui auraient pu échapper aussi bien à l'épuration sauvage qu'à l'épuration légale.
c'était une ambiance qui n'était pas forcément très agréable, hein, la Libération. C'est une époque de règlement de compte, encore une fois. Alors, notre exercice du jour ne va pas être très compliqué et va consister justement à distinguer les deux visages de l'épuration, puisqu'encore une fois, libération et épuration sont indissociables. Donc, je vais vous demander de distinguer l'épuration sauvage de l'épuration légale. Donc, vous avez des cases qu'il vous faut colorier soit en rouge, soit en vert. Donc je vous invite à faire l'exercice tranquillement, à me mettre sur pause, le temps de bien lire, de bien réfléchir, et vous verrez que ça ne sera pas très compliqué, normalement. L'épuration sauvage est la plus facile, je trouve, à déterminer. Donc en fait, on trouve pêle-mêle les femmes tondues et humiliées, celles qu'on surnommait les poules à boche. Il y a Louis Renault, l'industriel accusé de collaboration et qui a été tellement maltraité physiquement qu'il est mort des suites de son arrestation. Hein, il a probablement été passé à tabac en cellule. Bon, donc ça peut être considéré comme de l'épuration sauvage. Les exécutions sommaires de collabos, parfois publiques, tout juste si on n'emmenait pas les enfants pour admirer le spectacle, c'est de l'épuration sauvage. L'exécution de Philippe Henriot est une manifestation de l'épuration sauvage, et l'épuration sauvage a fait à peu près 10 000 victimes. Ce qui est un chiffre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais relativement modeste, hein, parce qu'il y a eu de l'épuration dans d'autres pays en Europe, des pays qui avaient aussi été occupés par les Allemands, et parfois ça a été beaucoup plus sanglant encore. Donc tout ce qui n'est pas en rouge est en vert, si j'ose dire. Tout ce qui n'est pas de l'épuration sauvage est donc de l'épuration légale. Et je me rends compte, mais un peu tard, vous voudrez bien m'en excuser, que j'ai mis 2 fois Pierre Laval. J'ai mis 2 fois Pierre Laval, oui, bon. Enfin, c'est pas tout à fait la même case, mais bon. Enfin, peu importe. Donc, encore une fois, l'épuration légale, dès que vous avez affaire à un juge, dans le cadre d'un procès, avec une sanction décidée par le code pénal, vous êtes dans le cadre de l'épuration légale, qu'on peut aussi appeler judiciaire. Alors, on a presque fini d'étudier la séance. Donc, le grand repère chronologique de la séance qu'il vous faut retenir est le suivant, hein, 25 août 1944, libération de Paris. Et dès le lendemain, De Gaulle y installe le gouvernement provisoire de la République française. Et vous avez cette caricature, mais qui n'est pas une caricature méchante, dans le sens où elle n'est pas destinée à moquer De Gaulle, bien au contraire, où on voit la Tour Eiffel qui vient se jeter dans les bras du général De Gaulle, qui est aussi grand qu'elle, et comme une mère, elle lui tend les bras en lui disant « Mon grand », pour célébrer son retour. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à découvrir la trace écrite, la leçon, dans laquelle je vous décrirai en 2 paragraphes, d'abord la libération de la France et ensuite l'épuration, qu'elle ait été sauvage ou légale. Voilà, eh bien, il ne vous reste plus qu'à la lire et qu'à l'apprendre, cette leçon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance consacrée à la refondation de la République. À bientôt!